Ok, ça va, on y va. J'appuie, vous comptez jusque ça, hein. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On a l'occasion d'avoir un nouveau webinaire avec vous pour envisager la vaccination, ses enjeux, surtout les questions que vous vous posez. Et donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un webinaire qui soit interactif, de questions-réponses. Quelles sont les questions que vous vous posez? Comment est-ce qu'on peut y répondre? Et donc, de l'autre côté, se trouve, vous allez le voir, Yvon Angler, le délégué général de lutte contre le Covid, qui épaule le gouvernement avec son équipe pour l'organisation notamment de la vaccination. En tout cas, c'est la majorité de son investissement en temps pour le moment qui est consacré à ce défi majeur. Et puis évidemment, Brigitte Bouton de la Vic et Catherine Dechèvre pour le service des aînés qui sont là pour répondre à vos questions. Je cède la parole sans plus attendre à Monsieur Angler. Voilà, vous m'entendez, j'espère. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire. Alors, ce que l'on vous propose cette semaine-ci, c'est de ne pas revenir sur les présentations qu'on a fait au cours des webinaires précédents à votre destination. Notre sentiment est que le niveau de transfert de l'information maintenant est relativement solide et que ce qu'on souhaite surtout, c'est garder ce moment pour avoir un contact privilégié avec vous et mesurer les questions qui restent, les points que vous voudriez voir éclaircis et donc de vraiment vous laisser le maximum de la main sur les questions en cours. Je vais peut-être simplement vous faire une très légère remise à niveau des toutes dernières informations concernant la campagne de vaccination. Donc, en ce qui concerne les maisons de repos et de soins, vendredi passé, nous avons terminé la vaccination pour une première dose de toutes les maisons de repos et de soins, à l'exception de celles qui avaient soit demandé, soit été contraints par un cluster à être reportées, mais il n'en reste plus beaucoup sur les 671 maisons de la région wallonne. Il y en a, je pense, moins de 20 qui sont encore en attente de leur première vaccination. Donc, cette semaine commence la deuxième dose, puisque vous vous souvenez que en ce qui concerne les vaccins Pfizer, les 2 doses sont espacées de 21 jours. Et donc, la semaine du 4 janvier, qui a été la première semaine dans laquelle on a vacciné, implique que l'on repasse dans les maisons de repos de la même façon cette semaine-ci, semaine du 25 janvier. Il en sera de même la semaine prochaine pour les maisons de repos qui ont été vaccinées la semaine du 11 janvier et il en sera de même pour la semaine du 8 février pour les maisons de repos qui ont été vaccinées la semaine passée. Alors, vous avez tous et toutes entendu la pression sur les vaccins Pfizer qui nous pose des problèmes et nous oblige à nous réorganiser. Néanmoins, elle n'aura pas d'impact en ce qui vous concerne. Bien entendu, toutes les secondes doses seront disponibles pour les personnes qui ont été vaccinées pendant les 3 semaines qui viennent de s'écouler, mais en outre, toutes les personnes qui n'ont pas été vaccinées pendant ce premier passage et qui souhaitent l'être, pourront l'être pour leur première dose en même temps. Donc, l'idée est de donner une deuxième opportunité. Il peut y avoir 20 raisons pour lesquelles quelqu'un n'a pas été vacciné la première fois. La première est qu'il hésitait, ce qui est
ce qui était classique et qui est en train de diminuer de manière assez impressionnante depuis que l'on a engagé toute la campagne d'information et de réponse aux questions. L'adhésion, comme on dit, à la vaccination est en forte croissance parmi essentiellement le personnel des maisons de repos et de soins. Les résidents, l'adhésion était déjà très forte. Néanmoins, on voit qu'elle est encore un petit peu plus forte pour ce deuxième passage par rapport aux maisons de repos et de soins qui ont été vaccinées pendant la première semaine de janvier. La deuxième raison pouvait être que quelqu'un était absent, était en congé, était malade, était à l'hôpital. Il y a évidemment toutes sortes de raisons pour lesquelles la vaccination n'a pas été possible. La troisième raison pour le personnel était évidemment qu'il n'y avait pas de dose, puisque vous vous souviendrez que nous n'avons pas pu vacciner tout le monde. Il a fallu étaler dans le temps, étant donné les doses de vaccins disponibles dans ce contexte. La quatrième raison aurait pu être que quelqu'un était malade au moment du premier passage, puisque, comme tous les vaccins, on recommande de ne pas vacciner au milieu d'une infection aiguë, non pas que ce soit dangereux ou que ça diminuerait l'efficacité du vaccin, mais ça rendrait le diagnostic médical sur l'évolution de la situation un peu compliqué en ne sachant plus si la température, par exemple, est due à un effet secondaire du vaccin, ce qui peut arriver et qui arrive de temps en temps, qui est arrivé de temps en temps, soit la montée de température est liée à la maladie que la personne a à ce moment-là. Donc on ne mélange pas une maladie et la vaccination, même si ça ne comporte pas de risque particulier en soi. Voilà, donc toutes ces personnes-là, je pense que vous avez été informés, en tout cas on a vu que pour la première semaine, on a une augmentation déjà presque un doublement du nombre de membres du personnel qui demandent la vaccination, et c'est rassurant. Je ne l'ai pas ici pour vous le partager, mais il y a les premières données israéliennes. Vous savez qu'Israël a été très en avance sur son plan de vaccination. Il y a les premières données israéliennes sur l'hospitalisation qui ont été publiées ce week-end et qui sont tout à fait impressionnantes, en ce sens que le tableau présente les admissions à l'hôpital pour les plus de 65 ans et pour les moins de 65 ans, et vous voyez chaque semaine un taux d'hospitalisation pour les plus de 65 ans qui est légèrement supérieur au taux d'hospitalisation pour les moins de 65 ans. Et tout d'un coup, puisque les gens qui ont été vaccinés maintenant, c'est les plus de 65 ans, on voit que l'admission à l'hôpital des plus de 65 ans s'effondre parce qu'ils sont protégés par le vaccin. Donc tout ça est de très bon augure pour les semaines à venir dans vos institutions, puisque le nombre de résidents qui se sont vaccinés est extrêmement élevé. Voilà. Donc ça, ce sont peut-être les dernières nouvelles concernant les maisons de repos et de soins. Alors pour les institutions collectives de soins, on a maintenu le programme et le démarrage de cette campagne cette semaine-ci, mais à voilure réduite à cause de la raréfaction des doses. Et ce n'est pas pour nous une vraie difficulté, parce que c'est de toute façon une semaine, je dirais, de mise en jambe. Il faut que tout le monde s'habitue comme pour les maisons de
de repos et de soins, c'est évidemment une mise en jambe, une prise de l'habitude, de gestion avec les livraisons de Medista. Tout ça est en train de se mettre bien en route pendant cette première semaine d'accès des institutions collectives à la vaccination, sur le même principe que les maisons de repos. Alors, juste pour votre information, on a aussi, vous le savez, la semaine passée, démarré la vaccination dans les hôpitaux. Et là aussi, malgré la diminution des doses, on diminue la voilure, mais on n'interrompt pas le programme. Voilà. Est-ce que on peut peut-être aller vers vos questions? Je vois qu'il y en a déjà une vingtaine dans le chat. Et donc, alors la troisième livraison pour ceux qui ont été vaccinés au deuxième passage, me demandons comment la prévoir. Eh bien, elle va être exactement prévue sur le même schéma que ce que vous allez connaître cette semaine-ci. Donc, les maisons de repos seront reprogrammées pour un troisième passage 21 jours après le passage qui va avoir lieu maintenant pendant les 3 semaines qui viennent, de façon à administrer la troisième dose à ceux qui le souhaitent. Suite à mon premier texto, est-il possible d'inscrire directement des généralistes qui le demandent? Alors, donc, on a toujours été très clair là-dessus. La vaccination du personnel des maisons de repos, c'est un concept très large. Et donc, ça concerne l'ensemble des personnes qui viennent dans la maison de repos, qui travaillent ou qui y sont pour des raisons professionnelles légitimes. C'est donc vrai pour les assistants en médecine générale qui viennent effectuer des visites à la place de leur maître de stage, oui, absolument. Les généralistes qui le demandent, oui, absolument, à condition que ce soit évidemment des généralistes qui ont une activité dans la maison de repos. On ne va pas vacciner toute la première ligne de soins à travers la maison de repos, on serait noyé. Mais par rapport à ce que vous posez comme question, qui sont donc bien des gens dans les maisons de repos, oui, les assistants de médecine générale qui sont donc qui font des visites dans la maison de repos ont tout à fait la possibilité d'être vaccinés s'ils le souhaitent. Restons-nous bien dans l'application des 2 doses? Oui, on l'a dit. Est-ce que Madame Dechèvre ou Brigitte peuvent commenter la question sur l'organisation des activités suite à la vaccination? On sait que c'est un sujet brûlant et tout à fait important, sur lequel nous travaillons et sur lequel un groupe au niveau de l'interfédéral travaille, mais peut-être dans l'entretemps de l'évolution et de la deuxième dose. Je vous rappelle qu'il faut 2 semaines après la deuxième dose pour que la couverture vaccinale soit complète. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Il y aura certainement une circulaire qui donnera des informations précises pour que vous puissiez vous organiser pour les activités suite à la vaccination. Donc ça, Catherine pourra avoir certainement une concertation, notamment avec le cabinet et les fédérations sectorielles, pour que vous puissiez ouvrir vos maisons de repos à l'extérieur. Très bien, donc je rappelle les difficultés de se positionner, qui sont des difficultés internationales aujourd'hui, sur la façon dont il faut se réorganiser. Il y a 2 dimensions à cette question. Il y a une dimension transitoire. Tout le monde n'est pas vacciné, vous êtes un îlot au milieu d'une société qui n'est pas vaccinée pour le moment, puisque vous avez été les premiers à pouvoir bénéficier du vaccin, et c'est très bien,
Et donc, ça veut dire qu'autour de vous, le monde extérieur est toujours dans la même situation. Et la deuxième incertitude qui est pour nous la plus importante, c'est qu'on manque d'informations aujourd'hui sur l'effet de protection contre la contamination des personnes vaccinées. Ce qui est toujours quelque chose d'assez compliqué à comprendre. On peut être protégé soi-même, et ça, on l'est à un très haut niveau avec le vaccin, ça, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de doute, toutes les données le montrent, et je viens de vous indiquer combien ça se marque déjà dans les pays les plus avancés dans la vaccination sur les malades graves qui deviennent de moins en moins fréquents. Donc la protection individuelle, elle est claire, elle ne pose pas de questions. Par contre, ce qui est plus encore mal connu, mal mesuré, c'est dans quelle mesure une personne vaccinée peut-elle encore être porteuse du virus et donc contaminer les autres. Ces données vont arriver très vite maintenant que la vaccination se répand dans le monde. On estime, j'ai regardé le tableau de bord mondial hier, on est à plus de 65 millions de personnes vaccinées dans le monde. Donc ces données vont maintenant arriver très vite et elles vont nous permettre de clarifier au fond dans quelle mesure quelqu'un qui est vacciné pourrait contaminer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire être porteur du virus sans le savoir. Et donc ça a un impact sur les mesures qu'il faut continuer à prendre. Donc pour le moment, je pense qu'il faut essayer de garder vos règles de sécurité, pas de je dirais, d'enthousiasme prématuré, même si on comprend que l'attente est énorme, et on avance vraiment le plus vite qu'on peut pour vous donner des informations précises. Puis de la vaccination des nouvelles admissions, Brigitte a répondu effectivement sur le fait que il n'y aura pas de quatrième passage pour une admission dans la maison de repos ou une autre. Par contre, les 65 ans et plus seront les premiers prioritaires dès que les centres extra-hospitaliers vont s'ouvrir en mars. Et donc, c'est toujours prévu en mars. On est évidemment dépendant des livraisons de vaccins, comme vous le savez, mais l'accès prioritaire de ces personnes-là à la vaccination devrait permettre de vacciner assez rapidement les nouveaux résidents ou d'avoir des nouveaux résidents qui vont arriver en étant déjà vaccinés. Coexistence des vaccinés non vaccinés, je pense qu'on a répondu. À partir de quel seuil peut-on considérer que la couverture vaccinale est suffisante? Bonne question, je serai très enthousiaste dès que je pourrai y répondre. Est-ce que la deuxième dose est bien enregistrée automatiquement avec la première commande? Non, pas du tout. Il faut commander votre deuxième dose puisque votre commande maintenant, c'est la deuxième dose de ceux qui ont été vaccinés plus les nouvelles demandes de première dose. Et donc, il faut que vous envoyiez à la VIC, mais je pense que ça a été fait déjà pour cette semaine-ci. Et je me retourne vers Madame Dechèvre et Brigitte. Madame Dechèvre peut y répondre pour la semaine prochaine et la semaine suivante. Voilà. Madame Dechèvre. Voilà, une précision. Hein. Vous avez normalement dû recevoir un fichier Excel en 2 parties. Au niveau de l'onglet MRMRS, vous avez la possibilité d'identifier le nombre de doses nécessaires pour les personnes qui vont recevoir leur deuxième dose et le nombre de doses nécessaires pour les personnes qui vont recevoir leur première dose. Donc, ne faites pas de calcul savant
de déjà identifier le nombre de vials que vous allez recevoir. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir les chiffres de personnes qui vont recevoir la deuxième dose et de personnes qui vont recevoir la première dose. C'est ça qui est extrêmement important. Si vous n'avez pas reçu ce fichier Excel, alors envoyez un mail à vaccin.covid@avic.be en indiquant votre établissement, la date de la vaccination chez vous et on fera les recherches et au pire, on vous renverra le fichier nécessaire. Mais donc, il y a bien les deux indications à donner en chiffres bruts. Très bien. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas connaître vos besoins de ces semaines-ci puisqu'il n'y a pas que les deuxièmes doses qui sont prévues. Services de santé mentale, donc il y a les institutions collectives de santé mentale sont intégrées dans le planning des vaccinations qui viennent ici maintenant pour les institutions collectives de soins. En ce qui concerne la santé mentale du point de vue ambulatoire, Brigitte Bouton a effectivement répondu. Des précisions concernant la mutation brésilienne. Alors, donc, tout le monde découvre aujourd'hui, au fond, vit en temps réel l'évolution darwinienne des espèces qui touche aussi les virus. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de mutations de la Covid-19, du virus lui-même tout le temps. Le taux de mutation chez les virus est très élevé au moment où ils se multiplient. Et la plupart de ces mutations sont soit des curiosités, soit au contraire des handicaps. Et quand c'est un handicap, le virus, je prends un exemple, une mutation qui toucherait la protéine spike, donc cette fameuse protéine qui sert de clé pour entrer dans nos cellules et qui rendrait le spike inefficace, le virus qui a cette mutation-là, il meurt tout de suite, il ne peut pas se reproduire et il disparaît. La plupart du temps, on ne le verra même pas. Et puis, vous avez de temps en temps une mutation qui donne ce qu'on appelle un avantage sélectif. C'est le cas du variant britannique. Il est plus infectieux, donc il se répand plus facilement que l'autre. Il est en compétition avec le virus classique. Et lentement, comme il a des avantages par rapport à celui-là, il grignote du terrain et prend de plus en plus de place. Alors, il y a un certain nombre d'autres mutants qui ont été identifiés, qui sont présents et qui donc ont probablement des bonnes raisons en termes de théorie de l'évolution de Darwin, de l'évolution des espèces, ont de bonnes raisons d'être là. Et c'est ce que les scientifiques, chaque fois, essayent de comprendre. Quel est l'avantage que ce virus a sur l'autre, de son point de vue, bien entendu, pas pour nous, mais pour lui, qui lui permet de se développer. Alors, la mutation brésilienne, on a peu d'informations sur elle, mais vous savez qu'il y en a une d'Afrique du Sud aussi, il y en a une autre qui a été identifiée en France, à Marseille, et probablement qu'il y en a encore des tas d'autres dont on n'est pas informé aujourd'hui, qui n'ont pas été détectés aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut raison garder, c'est toujours la même infection et les règles sont les mêmes. Ce qu'on sait avec le variant britannique, comme il est très infectieux, c'est d'être très très énergique et très strict sur les mesures, mais en réalité, les mesures sont les mêmes. C'est toujours la même chose qui nous permet de nous protéger contre la dissémination. Plus il est infectieux, plus la discipline est utile à lutter contre sa dissémination. Le variant britannique, jusqu'à preuve du contraire,
et toutes les données qu'on a pour le moment vont dans le sens de ce que la vaccination est bien efficace concernant ce variant. Et la bonne façon de se prémunir des variants, c'est évidemment de vacciner, puisque c'est au moment où le virus se réplique, au moment où il se multiplie dans nos cellules, qu'il a l'occasion de muter. Et donc, au moins l'épidémie pourra se répandre, au moins il y aura de mutations. Nouvelle circulaire concernant la vie en maison de repos, on a répondu. Les tests salivaires sont arrêtés. Est-ce que Madame de Chèvre ou Brigitte veulent commenter? Catherine, tu veux commenter pour les tests salivaires ou je complète? Non, bah écoute, tu me compléteras peut-être. Oui. Donc effectivement, il y a eu un choix d'arrêter les tests salivaires dans la forme actuelle du testing salivaire hebdomadaire répétitif pour les établissements d'hébergement, maisons de repos et de soins, à cette dernière semaine du mois de janvier, sur la base du premier protocole qui avait été conclu avec l'Université de Liège. Mais par contre, un nouveau protocole est en cours de concertation avec l'Université de Liège, le cabinet de Madame la Ministre et la VIC, pour réorienter ce protocole avec l'aspect vaccination, comme le disait le professeur Angler tout à l'heure, vaccination versus non-vaccination en termes de contamination. Et donc, vraisemblablement, c'est vers ça que le protocole va s'orienter, avec à ce moment-là une série d'établissements plus réduits qui participeront à cette deuxième phase de protocole. Maintenant, en termes de stratégie de testing, il y a pas mal de travaux qui sont en cours au niveau fédéral sur la stratégie de testing. Et là, Brigitte, je pense que tu peux adéquatement compléter mon propos. Oui, donc le RAC est en train, qui est un des organismes scientifiques dans le cadre de la crise Covid qui intervient, est en train de travailler sur l'évolution de la stratégie de testing, eu égard notamment à l'apparition des variants, mais aussi à la contamination dans une série de collectivités. Nous attendons cet avis et nous verrons comment faire évoluer la stratégie de testing sur la base des décisions qui seront prises suite à l'avis du RAC. Cet avis du RAC est en principe soumis au RMG qui remet un avis à la conférence interministérielle de la santé et les autorités ministérielles prennent position par rapport à l'évolution de la stratégie de testing. Mais il est clair actuellement qu'il ne faut pas hésiter, si vous avez des difficultés, à revenir vers nous pour tester précocement de manière à pouvoir identifier si un des variants est présent ou pas dans votre collectivité, de manière à anticiper surtout une contamination beaucoup plus rapide. Si vous avez quelques personnes qui sont malades et que vous constatez que la contamination se fait rapidement, c'est un indicateur qui doit attirer votre attention. On ne rappellera jamais assez qu'il faut une vigilance accrue pour l'instant. C'est le propos. Si je peux compléter le propos par rapport à ça, donc vous savez qu'effectivement, pour l'instant, on travaille à J+1, c'est-à-dire que spontanément, on va vous contacter par rapport à votre déclaration de la veille, mais comme le disait Brigitte, rien n'empêche bien évidemment de nous contacter au jour J par rapport à des situations ou des constats que vous faites pour que nous soyons extrêmement réactifs. Et la manière dont nous fonctionnons est directement de demander à nos collègues de la surveillance, de la cellule de surveillance des maladies infectieuses, de déjà planifier un test à J7. Et donc, vous avez comme ça une image en continu de la situation. Le premier test à J1, maison complètement fermée et résidents isolés en chambre, dans toute la mesure du possible. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait très bien qu'on a des populations qui sont plus compliquées à confiner en chambre. Donc là, on travaille alors avec des bulles et, dans toute la mesure du possible, aussi avec du personnel qui leur est strictement dédicacé. Respect des procédures d'isolement des circuits par rapport à tout ce qui est entretien, par rapport à tout ce qui est alimentation, donc repas, aussi port de pays. Et immédiatement, on planifie un test à J7. Par contre, vous revenez vers nous 2-3 jours avant le J7. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir le nombre de négatifs à retester, vu qu'on ne reteste pas les positifs des 8 dernières semaines et donc, a fortiori, ceux du jour 1. On se met un petit mail de rappel nous-mêmes, mais vous comprenez bien qu'avec 570 établissements à suivre, plus les résidences-services,
on pourrait passer à côté de quelque chose. Donc, n'hésitez pas à nous réinterpeller. Je pense que vous nous connaissez suffisamment et on est suffisamment disponible aussi pour suivre toutes vos demandes. Yvon, il y avait encore une question sur une patiente vaccinée le 21 qui doit recevoir la seconde dose mercredi et qui est hospitalisée. Peut-on porter la seringue préparée au service hospitalier qui est d'accord en déant les 2 heures de préparation? La personne insiste pour avoir une réponse. Alors, je pense que il faut... Donc, je pense qu'on peut le faire si c'est organisable et qu'il y a moyen de faire sa deuxième vaccination et que la maison de repos veille bien à ce que cette vaccination soit encodée pour qu'on ne perde pas l'information que la vaccination est complète. Néanmoins, il faut quand même vérifier pourquoi la personne est hospitalisée et qu'il n'y a pas de contre-indication à la vacciner maintenant. Sinon, quand quelqu'un a eu une première dose, je globalise la question, quand quelqu'un a eu la première dose et a une impossibilité d'avoir la seconde, il faut simplement l'organiser pour qu'elle l'ait dès que possible. Et donc là, on a évidemment dans une campagne de vaccination de masse comme celle que nous avons, toujours à gauche et à droite quelqu'un qui a une impossibilité dans son planning. Et donc la recommandation, c'est de donner la deuxième dose dès que c'est possible. Donc, imaginons qu'elle est à l'hôpital pour une infection, qu'elle a beaucoup de température et que donc on ne peut pas la vacciner maintenant. Eh bien, on la vaccinera dès que possible au moment où elle pourra l'avoir en s'organisant avec le médecin traitant ou le médecin coordinateur de la maison de repos à l'occasion d'une dose de vaccin qui sera disponible dans un rayon pas trop loin. Une fois qu'on sera en phase 1B, ce sera d'autant plus facile quand on aura les centres de vaccination, mais maintenant, il faudra l'organiser un peu au coup par coup. Israël vaccine-t-il les Palestiniens? On sort un peu du sujet, mais je ne m'échappe pas à ma connaissance. La réponse est non. Efficacité du vaccin contre les variants. Donc, j'ai répondu bonne efficacité a priori contre le variant britannique, efficacité qui semble intermédiaire par contre vis-à-vis du variant sud-africain, mais qui pour le moment est peu présent chez nous. Hôpital non hub. Alors, nous sommes un hôpital non hub. Nos patients psychogériatriques devraient être vaccinés la semaine prochaine. Comment peut-on savoir quel est notre hôpital hub et quel va être le planning de livraison? Alors, attention, les hôpitaux non hub vont être vaccinés, enfin, la vaccination du personnel va commencer la semaine prochaine à partir soit d'un hub, c'est-à-dire à partir d'une livraison de vaccins Pfizer, mais pour une majorité d'entre eux, à partir d'une livraison de vaccins Moderna. Donc, ces informations-là sont en cours d'être envoyées, puisqu'il n'y a pas d'impact en ce qui concerne Moderna sur le timing. Il était prévu que nous n'aurions pas de livraison de Moderna cette semaine et que les livraisons commenceraient réellement la semaine prochaine, après les doses tests de la semaine passée. Et donc, ça, c'est ce qui concerne le personnel. Alors, les patients psychogériatriques, ça, c'est éventuellement une institution collective qui est adossée à l'hôpital, et elle est alors gérée dans les institutions collectives de soins, et ça, c'est une vaccination avec Pfizer, exactement comme on l'a prévu ici. Maintenant, il faudra être sûr que ce n'est pas une interprétation un peu, comment dirais-je, optimiste de votre part, mais donc c'est la VIC qui est votre point de contact pour regarder de manière tout à fait précise
qu'est-ce qui est prévu dans le planning. Vous avez tous accès à la fameuse adresse email que Brigitte va rappeler, parce que moi je suis trop vieux pour gérer les adresses email du monde entier. vaccin.covid@davic.be, je vais le mettre dans le chat, comme ça vous l'avez. Super, merci Brigitte. Recevons-nous un mail de l'AVIC pour commander les deuxièmes doses? Vous avez entendu, oui, avec un tableau Excel comme la première fois, oui. Hospitalisé, on a répondu. Alors, la situation d'un service de santé mentale depuis mars 2020 à des Covid plus en entretien. Nous souhaiterions être vaccinés rapidement. Donc, la vaccination du personnel de première ligne est prévue à partir de février. La première moitié de février, normalement, on est de nouveau, évidemment, pour le moment, en suspens de calendrier exact en fonction des livraisons. Et il faut rappeler aussi que les services de santé mentale sont toujours autorisés à faire des consultations à distance. Hein. Oui. Donc, je vois que Brigitte a répondu. Est-ce que plutôt que déplacer les résidents d'une résidence-service vers la MRS, peut-on les vacciner sur place? Mais je vais peut-être prendre effectivement la question et dire de manière générale que c'est le bon réflexe à avoir. L'objectif n'est pas d'avoir des, entre guillemets, mélanges de genre entre résidents. Mais par contre, au niveau de la résidence-service, là, il est plus que fortement conseillé de pouvoir les vacciner dans une salle dans la salle de restaurant, salle de séjour ou autre, suffisamment aérée, avec suffisamment de distance entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette surveillance du bon quart d'heure à suivre auprès de chaque résident qui a été vacciné. Or, si vous le faites dans les appartements des résidents, ben, c'est une mécanique plus compliquée à mettre en place, contrairement à ce que l'on peut voir dans les maisons de repos, où effectivement, ben, les chambres sont plus rassemblées dans les couloirs. Donc, fortement, évidemment, recommandé de vacciner les résidents de la résidence-service dans la salle de séjour, le restaurant, le salon ou autre de la résidence-service, la surveillance du quart d'heure. Et si ça devait, pour je ne sais quelle raison, n'être pas possible au sein de la résidence-service, il faut alors, au niveau de la maison de repos, avoir vraiment un local où il n'y a pas de croisement entre les résidents de la résidence-service et ceux de la maison de repos. L'idée étant vraiment d'éviter les mouvements de foule et les mouvements entre les résidents. Merci beaucoup, Madame Dechèvre. Là, on a déjà répondu. Comment s'organisera concrètement la vaccination? Oui, il faut préciser le secteur d'activité, sinon c'est difficile de répondre. Concernant la patiente hospitalisée, je pense qu'on a répondu. Pourra-t-on exiger que les nouveaux résidents soient vaccinés? Alors, en tout cas, pas actuellement. La vaccination est volontaire et l'accès au vaccin est extrêmement limité, comme vous le savez bien. Donc, je ne préjuge pas de l'avenir, mais en tout cas, jusqu'à l'été 2021, donc la fin de la campagne de vaccination actuelle, je pense que les choses ne changeront pas. C'est une vaccination gratuite et volontaire. Seules les personnes qui le souhaitent sont vaccinées. Comment va s'organiser les psychologues? Ah oui, d'accord. Donc, la première ligne, donc nous sommes en train de finaliser l'organisation de la vaccination. La première ligne se fera dans des lieux de vaccination qui seront soit les hôpitaux qui ont des médicaments en stock, donc soit les hôpitaux hub qui ont du vaccin Pfizer, soit les hôpitaux non hub qui auront du vaccin Moderna, et les 2 centres de vaccination que nous sommes occupés à ouvrir, 2 gros centres qui vont servir pour toute la phase 1B de la campagne, qui sont
dans l'aéroport de Bierzet pour l'un et à Ronquières pour l'autre. Et il y aura des convocations. Ce travail est fait avec les cercles de médecine générale et les hôpitaux en question. Et la solution sera un tout petit peu différente à chaque endroit. Mais vous serez sollicité, comme vous l'avez entendu, ce ne sera pas avant février au moment où on aura des doses, ça pourrait être au milieu de février le plus probablement, et en fonction de votre code postal, on vous proposera une vaccination dans un lieu qui ne soit pas à l'autre bout de la Belgique. Comment faut-il commander la deuxième dose? On a répondu. Voilà. Comment va-t-on contacter les soignants de première ligne? On a répondu qu'on va vous contacter via courrier ou courriel. Donc là, on sort des institutions collectives et on parle de la première ligne. L'éruption cutanée 2 heures après la vaccination. Alors, je pense qu'il faut, je suppose qu'elle a été vue par quelqu'un. Donc, la question est de savoir s'il s'agit d'une réaction allergique ou pas. Parce qu'évidemment, on peut faire une éruption cutanée 2 heures après la vaccination qui n'a rien à voir. Et donc ça, il faudrait voir avec le médecin, effectivement, qui a pris en charge cet événement. Est-ce que le vaccin est efficace contre le variant sud-africain brésilien? J'ai répondu. Quel protocole pour les personnes malades du Covid? Alors, l'hydroxychloroquine est abandonnée à peu près partout dans le monde, y compris chez nous, parce qu'il n'a pas montré d'intérêt. Le protocole aujourd'hui, mais on sort un peu de la discussion d'aujourd'hui, mais le protocole d'aujourd'hui est essentiellement basé sur l'utilisation de la cortisone et des anticoagulants. Mais vous avez entendu qu'il y a un protocole à la colchicine, qui est un médicament qui est utilisé dans la goutte, qui est présenté par une équipe canadienne comme étant intéressante plutôt pour le traitement en ambulatoire. Mais pour le moment, le nombre d'informations est très réduit. C'est une étude qui n'a jamais encore été présentée au monde scientifique. C'est des informations des journaux. Et donc, ah ben voilà, la colchicine. Et donc, il faut un tout petit peu d'attente pour avoir les informations requises. Alors, 3 personnes s'apprêtent à entrer dans notre institution. Peuvent-elles venir le jour de la première dose pour recevoir leur première dose? Absolument. C'est la meilleure, à mon avis, la meilleure façon de faire. Les résidents demandent s'ils recevront une attestation de vaccination. Alors, 2 choses. Chaque personne qui est vaccinée par le vaccin Pfizer reçoit une petite fiche de Pfizer où sont inscrits les instructions de sa vaccination. Donc, soit lui, soit une personne de son choix peut conserver ce document. Mais en outre, tous les citoyens belges ont accès à masanté.be, un site de du fédéral, sur lequel ils peuvent trouver leurs informations de vaccination et sur lesquelles toutes les informations de la vaccination Covid vont être reprises à travers le logiciel VaccinNet Plus que nous utilisons pour encoder les vaccinations, planifier la deuxième dose, encoder les effets secondaires, etc. Et donc, voilà les 2 façons aujourd'hui, mais vous avez entendu qu'au niveau politique, le débat continue à être très vif sur un passeport vaccination, mais en tout cas, voilà 2 façons pour chaque citoyen d'avoir la possibilité d'avoir en main une preuve de sa vaccination.
Voilà. Peut-on choisir entre les vaccins? Non. Dans une campagne de vaccination de masse, on n'a pas l'occasion de choisir. Il pourrait y avoir une orientation de certains vaccins vers certains groupes prioritaires en fonction de leurs caractéristiques, je dirais, médicales. Pfizer ou Moderna, c'est un peu les Dupont, hein, quand même. Ces deux vaccins qui sont présentés de manière assez différente, mais qui, en termes de structure, c'est tous les deux du mRNA, tous les deux dans des micro-gouttes lipidiques. C'est exactement le même concept, c'est le même niveau de protection, protection qui est acquise à la même vitesse. C'est vraiment des jumeaux, donc là on voit mal pour quelles raisons on pourrait préférer l'un que l'autre, mais de toute façon il n'y aura pas dans une première campagne de vaccination qui est une campagne de masse comme celle que nous faisons ici, qui a aucun, enfin c'est sans précédent en Belgique, on n'a jamais fait ça dans l'histoire de notre pays. Ce sera le vaccin qui sera disponible. On sera déjà très content d'en avoir un quand on voudra se faire vacciner, chacun d'entre nous. Donc, au-delà de ça, ce vaccin va rentrer très probablement dans la panoplie des vaccins habituels et personne ne peut dire aujourd'hui comment seront les vaccins de 2022. Ce que je pense qu'on va faire, c'est évoluer vers une situation assez classique où il y aura des doses individuelles qui seront disponibles en pharmacie et où le médecin traitant prescrira le vaccin qu'il estime le plus adapté à son patient pour le vacciner. Il y aura peut-être encore des campagnes de vaccination comme on l'a pour la grippe, mais ça, c'est dans un autre monde, c'est le monde de demain, après la fin de la pandémie et de la campagne de vaccination en cours, qui, elle, restera contrainte par une pression énorme sur les vaccins, puisque le monde entier les veut, et donc il faut raison garder. Les anciens résidents qui fréquentent des clubs d'activité, alors je pense qu'il faut être raisonnable, priorité aux résidents actuels, avec extension résidence-service, etc., comme on l'a dit, au personnel et au personnel qui fréquente la maison de repos. Les anciens résidents qui fréquentent un club d'activité, je suppose par définition, sont des personnes de plus de 65 ans qui sont en ambulatoire et donc ils seront invités en priorité tout au début de la phase 1B, donc après le personnel de santé, à se faire vacciner. Les adultes porteurs d'un handicap en formation professionnelle. Alors là, je me retourne vers l'équipe, comme on dit, oui, pour savoir si ces institutions-là sont bien dans la liste. Si ce sont les ETA, il faut que je vérifie, mais normalement, il y a une communication qui a été faite par les collègues du handicap à tous les établissements déjà la semaine passée. Donc, je vais reprendre la question et si on a identifié la personne, je vais renvoyer vers Sophie Rucois. Question sur la campagne de vaccination contre la polio, je ne la comprends pas, on est un peu en dehors du sujet de toute façon. Oui, c'est effectivement le médecin traitant qui s'est occupé de cette éruption qui doit prendre la décision. On ne peut pas, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une première dose Pfizer, une seconde Moderna? On n'en sait rien, et donc la réponse est non. Voilà, nous sommes organisés pour bien séparer Pfizer et Moderna. Les espaces ne sont pas les mêmes. Il n'y a aucune expérience qui ait été faite sur ce qu'on appelle un boost, puisque la deuxième vaccination, c'est un renforcement du boost de la vaccination première dose. Il n'y a eu évidemment
aucun test croisé pour savoir si un autre vaccin donnerait le même effet, peut-être, mais donc non, on ne mélangera pas. Voilà, on arrive au bout, un remerciement. Donc, est-ce que les autres travailleurs des services de santé mentale sont inclus? Donc, ce sont les personnes qui ont ce n'est pas le personnel de la santé mentale, ce sont les métiers de la santé tels qu'ils sont décrits dans l'arrêté 78 qui sont la base pour ce groupe. Donc, je vois psychiatre, je pense que logopède est aussi dans les métiers de l'arrêté 78. Je laisse Brigitte peut-être préciser. Donc, on a une difficulté effectivement parce que les psychomotriciens, comme vous le savez, ne sont pas reconnus. Et donc, ils ne figurent pas dans l'arrêté royal numéro 78. Donc ça, c'est effectivement une difficulté qu'on devra lever. Par rapport aux assistants sociaux et secrétaires, ils pourront y arriver en fonction du risque, mais il y a fort à parier qu'ils seront intégrés au moment où l'ensemble de la population sera visée. Et actuellement, les assistants sociaux et les secrétaires, on a une évaluation du risque moindre que par exemple un logopède ou un professionnel de santé. Donc, on travaille en fonction de la disponibilité des vaccins. Vous savez qu'il y a des difficultés à ce niveau-là et il faut avoir un peu de patience pour arriver jusqu'aux derniers professionnels qui fréquentent les services. Et comme l'a dit le professeur Angler, on fonctionne véritablement en fonction de la nature de l'activité professionnelle plutôt qu'en fonction des services eux-mêmes, puisque dans un service, il peut y avoir différents types de fonctions et donc des risques différents. Voilà, nous arrivons de toute façon au bout de notre webinaire, mais je crois qu'on a fait les 50 questions de la liste. Je vois qu'il y en a 2 autres qui arrivent. 45 ans à comorbidité, c'est le 2e groupe prioritaire après les plus de 65 ans dans la phase 1B. Un employeur peut-il être informé de mon statut de vaccination? Non. Ça fait partie de votre dossier médical à la médecine du travail comme les autres informations médicales. C'est le médecin du travail qui peut éventuellement faire une recommandation à l'employeur pour une question de santé sans dévoiler le secret médical. C'est comme d'habitude, il n'y a pas de procédures différentes voilà. Et donc, la gestion par la médecine du travail se fait exactement comme d'habitude. Vaccination, première dose dans son ancienne maison de repos, la 2e chez nous. En soi, ça ne pose pas de problème puisque vous commandez les doses dont vous avez besoin. Il faut juste bien se coordonner avec l'ancienne maison de repos pour qu'elle ne la commande pas non plus et qu'on ne la commande pas 2 fois. Mais sinon, l'important, c'est que la 2e dose soit administrée et de toute façon, l'enregistrement, il n'y a qu'une seule base de données qui est nationale et donc, quel que soit l'endroit où on est vacciné, la vaccination se retrouvera au bon endroit. Et effectivement, c'est une façon comme une autre de régler le problème, probablement la façon la plus pratique. Voilà, on va stopper ici. Merci beaucoup. Je vois qu'on continue, les questions évoluent. On voit évidemment que vous devenez tout doucement des spécialistes et c'est très bien comme ça. Merci en tout cas de nous avoir rejoints et d'être toujours aussi actifs dans le dialogue dans le chat. Je pense que pour nous, c'est aussi très utile parce que ça nous permet de voir quelles sont les préoccupations du moment et donc de nous adapter pour être autant que possible en phase avec vous. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et on avance. Pas à la vitesse qu'on voudrait, mais à la vitesse des vaccins.
Néanmoins, on avance et je pense que c'est une excellente chose pour tout le monde et particulièrement pour vos résidents et pour votre personnel. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Bonne journée, merci.